Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 22 mars. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous expliquer comment la France est en train de perdre sa crédibilité financière sur les marchés mondiaux. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, la tension monte d'un cran avec la Russie. Le chef d'état-major des armées françaises, Thierry Bucquart, a affirmé que la France pourrait aller plus loin que les simples livraisons d'armes à l'Ukraine. Lors de sa rencontre avec son homologue suédois, ils ont exprimé une volonté commune de ne pas laisser la situation actuelle devenir normale. Thierry Bucquart a déclaré, je cite, « Vladimir Poutine a construit sa manœuvre avec l'idée que les Occidentaux n'iront jamais en Ukraine. Il faut lui montrer qu'il ne pourra pas utiliser cette logique pour aller au bout. » Fin de citation. Et du côté russe, Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, a menacé la France avec une attitude presque naturelle lors d'une interview donnée à BFM TV. Tolstoï, considéré comme proche de Vladimir Poutine, a affirmé que la Russie avait calculé le temps de vol d'une bombe nucléaire vers Paris, soit un peu plus de 2 minutes. Il a ajouté que la Russie ne se souciait pas des opinions de Macron et le considérait comme sans importance. Regardez. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment. C'est plutôt ça le discours. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non, 2 minutes, selon Soloviev. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, c'est ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, à l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. Et oui, ce qui relève de la sécurité pour les uns relève de la menace pour les autres. Et parlons maintenant d'une autre menace, celle des Houthis en mer Rouge. Un drone a été abattu par un hélicoptère de la marine française pour protéger un navire commercial. C'est le 10e drone Houthi neutralisé par les forces françaises dans la région depuis décembre. Contrairement au précédent, celui-ci a été détruit par l'hélicoptère de la marine et sa mitrailleuse, agissant depuis la frégate Alsace. Regardez. Ok, arme verrouillé. Je prends les dispositions combat. Arme pas gêné par épaule tir. Visuel. D'être c'est bon, je suis par épaule verture. Contact. C'est bon, moteur arrêté. UAV splash. Et un autre genre de guerre a été déclaré à Marseille, celle contre le trafic de drogue. Il s'agit de l'opération PlaceNet XXL. Emmanuel Macron a fait le voyage à Marseille pour lancer l'opération. Un détenu incarcéré à Marseille pour trafic de drogue a ironisé sur l'initiative présidentielle. Selon ses dires recueillis par France Info, la présence du président français aurait amusé les détenus. Selon lui, l'opération semblait plus destinée aux médias qu'à réellement perturber le trafic. Il a également suggéré que la prison n'entrave pas les activités de trafic de drogue, mais au contraire les amplifie, dans le sens où les réseaux s'organisent aussi dans le milieu carcéral. Et allons voir du côté du Sénat maintenant. La ratification du traité de libre-échange CETA entre l'Union européenne et le Canada a été rejetée dans un vote à 211 voix contre 44, une énorme majorité donc. Cette décision inédite due à une alliance gauche-droite de circonstances pourrait remettre en question l'avenir de l'accord. Le CETA avait pour but de supprimer les droits de douane entre les deux pays, ce qui est considéré par les oppositions comme de la concurrence déloyale. Malgré ce rejet, on ne sait pas si l'accord sera annulé pour de bon, car le gouvernement peut choisir aussi de laisser le processus en suspens. Et au Parlement, lors de la commission parlementaire sur les fréquences de la TNT, Rachida Dati, auditionnée par Aurélien Saint-Aul du groupe LFI, a protesté contre les questions posées. Voici un extrait de l'audition. Je vais me permettre de vous rappeler que vous avez prêté serment et que je vous ai posé une question précise. Avez-vous eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier par d'autres moyens
que l'existence d'un article de presse du Monde sur le sujet. Je n'ai aucune connaissance des rencontres du président de la République avec les personnes qu'il souhaite rencontrer. Estimez-vous qu'il existerait un lien entre cette rencontre et votre nomination ? Non mais je vous pose la question et je prends à témoin les parlementaires. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un se rencontre en disant il faut la prendre ou pas? Vous mettez en... Non, monsieur le rapporteur. Moi, je suis une responsable politique, engagée politiquement. J'ai fait mes preuves politiquement, j'ai une légitimité. Vous souhaitez la mettre en cause depuis le début de cette audition, je n'accepte pas. À chaque fois, ça va trop loin. Quelle est votre idée derrière la tête, monsieur le rapporteur? Ça serait quoi? Qu'ils auraient quelque chose qu'ils auraient conclu ensemble et que je serais le prix de ce contrat? Non, écoutez, ça va... On entend, Madame la Ministre, que c'est pas acceptable et c'est dommage, c'est pas la première fois qu'on vous auditionne. Effectivement, personne s'était joué à comporter avec vous malgré toutes les différences politiques. Donc, je vais laisser au rapporteur le temps de regarder ces questions de manière à ce qu'elles respectent bien le cadre de la Commission. Et nous allons prendre dans un premier temps des questions des députés membres, ce qui laissera à Monsieur le rapporteur le temps de reformuler et de vérifier ces questions pour qu'elles répondent vraiment à l'objet de ces travaux. Oui, il ne faut pas confondre les commissions parlementaires qui ont leur utilité, notamment pour lutter contre la corruption, avec des procès staliniens. Il y a un sujet peut-être un peu plus sérieux qui concerne le manque d'eau. Pour la première fois en hiver, un arrêté de restriction lié à la sécheresse a été promulgué. Ça se passe dans l'Hérault, où les ressources en eau, incluant l'eau du robinet, sont descendues à un niveau excessivement bas. Pour répondre à cette crise, le préfet a lancé un plan d'urgence. Et il est temps déjà de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat qui touche notre porte-monnaie national, le dérapage du déficit français. On parle là d'un déficit public qui pourrait dépasser les 5% du PIB, alors que le gouvernement tablait sur moins, évidemment. Ce qui risque de mettre la France dans une situation très délicate vis-à-vis des marchés financiers et des agences de notation. Le gouvernement est en panique et cherche des solutions en urgence pour essayer de limiter la casse. Alors, le thème peut sembler abstrait, mais il a pourtant des répercussions bien réelles sur notre quotidien. Entre hausse des taux d'intérêt, confiance ébranlée et investissement en berne, les conséquences peuvent être lourdes. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose de regarder notre reportage vidéo qui revient en détail sur ce dérapage du déficit. Dans les couloirs feutrés de Bercy, l'heure est à l'inspection minutieuse. Le Sénat, gardien des finances publiques, a lancé un contrôle in situ pour démêler l'écheveau du déficit public de 2023. Le déficit de la France s'envole au-delà des 5% du PIB, alors que le gouvernement avait initialement prévu 4,9%. Le ministre des Comptes publics, Thomas Cazeneuve, a dû admettre cette hausse inattendue sur les ondes de France Info. Cette révélation a provoqué un branle-bas de combat à l'Élysée. Emmanuel Macron, conscient de l'urgence, a convoqué ses ministres pour des réunions de crise. Les prévisions les plus pessimistes relayées par des sources médiatiques évoquent un déficit public qui pourrait atteindre jusqu'à 5,6% du PIB pour 2023. Un chiffre qui menace la crédibilité financière de la France. L'opposition, elle, dénonce une incompétence budgétaire du gouvernement. Cette situation alarme le Sénat, dont le rapporteur général de la Commission des Finances, Jean-François Husson, s'est rendu jeudi à Bercy pour un contrôle. Il souhaite obtenir l'ensemble des notes et documents produits par les services de Bercy et expliquant cette dégradation. Le 13 mars, Jean-François Husson avait déjà interpellé Bruno Le Maire sur son bilan. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous exonérer de votre responsabilité. Vous êtes aux affaires depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, le bilan est calamiteux. Vous vous êtes trompé. Vous aviez promis de la croissance pour réduire le chômage et notamment rétablir les finances publiques. C'est complètement à côté de la plaque. Eh bien, moi, je vous pose aujourd'hui une question, monsieur le ministre. Au regard de cette situation, ne pensez-vous pas qu'il est temps que vous rendiez votre tablier ? L'INSEE livrera son verdict le 26 mars, mais d'ores et déjà, l'objectif d'un déficit ramené à 4,4% en 2024 semble inatteignable. Alors, concrètement, à quoi va ressembler notre avenir économique? Avec l'envol du déficit, il faut d'abord s'attendre à des réactions vives des marchés financiers. Ces derniers pourraient perdre confiance et exiger des taux d'intérêt plus élevés pour financer notre dette, ce qui, soit dit en passant, en retour, alourdirait encore plus le fardeau des finances publiques et risquerait d'asphyxier les marges de manœuvre budgétaires du pays. Aussi,
Les agences de notation, qui sont en quelque sorte les vigies de la crédibilité financière, pourraient revoir à la baisse la note de la France, rendant l'emprunt plus coûteux et difficile. Bref, un cercle vicieux qui risque de s'installer avec des répercussions sur l'investissement, la croissance ou encore l'emploi. Alors, face à cette situation, le gouvernement devrait agir vite et fort. On s'attend notamment à des mesures de redressement budgétaire pour réduire les dépenses et augmenter les recettes. Mais, vous en doutez, dans un contexte social tendu, la tâche s'annonce ardue, car il faudra aussi que ces mesures soient menées avec précaution pour ne pas freiner la reprise économique. Les prochains mois seront donc décisifs pour savoir si la France parviendra à remettre de l'ordre dans ses finances et à retrouver une trajectoire soutenable. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony, c'est évidemment à souhaiter. Et aux États-Unis, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Des centaines d'immigrés clandestins ont été vus en train de tenter d'entrer aux États-Unis par la frontière près d'El Paso, au niveau du Texas. La vidéo montre ces immigrants se précipitant sur un groupe d'hommes en uniforme qui tentaient de les empêcher de passer. Un journaliste du New York Post a déclaré que la garde nationale du Texas a été débordée et a décrit la scène comme un chaos absolu. Le syndicat officiel de la patrouille frontalière américaine a reposté la vidéo. Et au-delà de l'autre frontière, beaucoup plus au nord, au Canada, en réponse à une question parlementaire, il a été révélé que le ministère de l'Environnement du Canada a dépensé plus de 16 millions de dollars en publicité sur la crise climatique au cours des 2 dernières années. Les dépenses comprennent des annonces télévisées, cinématographiques, imprimées, en ligne et sur les réseaux sociaux. En outre, divers contrats ont été attribués à des agences de publicité, dont la société québécoise Cossette Media Incorporation et Ogilvy Canada. Le gouvernement a également dépensé environ 140 millions de dollars en publicité pendant la pandémie de Covid-19. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Tout d'abord, parlons commerce. La Chine abrite l'un des plus grands marchés du monde. Alors pourquoi beaucoup d'entreprises étrangères se dirigent vers la sortie? Le président de la Chambre de commerce européenne en Chine a parlé des difficultés croissantes rencontrées par des entreprises sous le régime du Parti communiste chinois. Voici ce qu'il a dit à Pékin mercredi. Actually, last year we had the highest number on record indicating that politicization of the business environment was the biggest concern that they had. An even higher percentage this year, with 55% of our members indicating that they had seen an increase in the politicization of the business environment year on year. Le marché chinois est devenu moins prévisible, moins fiable et moins efficace. C'est ce qu'a déclaré la Chambre de commerce de l'Union européenne dans un avertissement adressé à Pékin. Ces dernières années, les investisseurs ont enduré les politiques extrêmes liées au Covid-19 de Pékin qui ont rendu difficile la gestion des entreprises en Chine. Les tensions croissantes entre Washington et Pékin ont également mis de nombreuses entreprises internationales dans une situation difficile. Aujourd'hui, elles sont confrontées à une léthargie de l'économie chinoise et à une faible confiance des consommateurs. L'année dernière, les investissements étrangers en Chine ont chuté de 8% par rapport à l'année précédente. Et après le commerce, on passe à du plus lourd. Le Japon renforce ses liens de défense avec les pays du Pacifique dans un contexte d'influence croissante de la Chine. Tokyo a organisé mercredi un dialogue avec 14 pays de la région, affirmant ainsi sa volonté de renforcer les liens de sécurité avec eux. Le ministre japonais de la Défense a parlé des tentatives de déstabilisation de la Chine dans la région Indo-Pacifique et des récents coups de force du régime communiste. Les responsables de la défense de plusieurs pays ont discuté de coopération pour faire face aux opérations d'influence étrangère. Ils souhaitent aussi travailler ensemble dans les domaines de l'espace et de la cybernétique. Cette réunion intervient alors que la Chine fait de plus en plus d'incursions dans la région. Le mois dernier, on a appris que la police chinoise avait rejoint les patrouilles des Kiribati, le plus proche voisin d'Hawaï dans le Pacifique. En 2022, Pékin a signé un pacte de sécurité avec les îles Salomon, une autre nation du Pacifique, voisine de l'Australie. Cette signature a suscité l'inquiétude des puissances occidentales qui craignent l'installation d'une base militaire chinoise à proximité de l'Australie. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à lundi.
Merci Vladir, et on conclut cette édition avec un maître de l'école flamande, le peintre Jan Cossier. Jan Cossier était un artiste polyvalent du XVIIe siècle, connu pour ses portraits, ses scènes de genre, ses peintures religieuses et ses représentations mythologiques. Après avoir été l'élève de son père, prénommé Anthony, il intègre un atelier en 1615 à l'âge de 15 ans. Il voyage puis devient maître à Anvers. Il aurait probablement visité l'Italie et séjourné à Aix-en-Provence. Cossier réalise des œuvres pour le roi d'Espagne et les archiducs Ferdinand et Léopold Guillaume. Ses tableaux sont dispersés dans des musées et des églises d'Europe. Son style a été influencé par le caravagisme et ses contemporains. Peintre flamand baroque, il a collaboré en 1635 avec Rubens à l'occasion de travaux de décoration. Cossier s'est éteint en 1671 à l'âge de 71 ans. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, non pas demain, lundi à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent week-end, à lundi.